Salam alaikum. Je tiens tout début de remercier Lamia pour cette invitation. Ça fait toujours plaisir d'être parmi vous, parce que moi aussi j'étais membre de Lamia à l'époque, qui a l'air... ça fait longtemps maintenant, mais c'est toujours un plaisir d'être parmi vous, de rencontrer le cher professeur et d'échanger avec vous au sujet qui font l'actualité. Et c'est toujours un plaisir de maintenir ce contact entre les étudiants. D'ailleurs, je vous félicite pour ça, parce que c'est quelque chose de très très important, qui fait que on voit qu'il y a une dynamique et ça incite toujours à l'échange et à maintenir les sujets d'actualité en discussion. Alors là, aujourd'hui, on va transitionner vers le sol et je vais vous parler d'un principe nouveau, assez nouveau, mais qui présente une opportunité pour l'agriculture. Donc, je vais passer une petite slide de parler de la définition de la séquestration de carbone, mais le focus pour moi est beaucoup plus important sur tout ce qui est carbon farming, marché carbone, parce que c'est des sujets qui font l'actualité et bien sûr vous allez beaucoup en entendre parler, donc si par cette présentation vous avez plus de clarté et surtout vous avez des définitions claires sur ça, je crois que j'ai réussi ma mission. Donc quand on parle séquestration du carbone, c'est le processus de stocker du carbone atmosphérique en matière organique et que ça soit fait de manière durable. C'est-à-dire, comme vous le savez tous, photosynthèse, biomasse, accumulation de la matière organique et un stockage du carbone sur le long terme. Je serai franc avec vous, la première fois où j'ai entendu parler de ça, je me suis dit, matière organique, c'est ce qu'on sait, complexe agilomique, etc. Donc, qu'est-ce que c'est en fait? Disons que c'est des appellations différentes, mais le principe, il est le même. C'est en faisant une sorte de redressement des sols qu'on arrive à faire la séquestration du carbone dans le système plante-sol. Donc, bien sûr, vous n'êtes pas sans avoir vu, d'une façon ou d'une autre, ces discussions autour de l'importance de la réduction des émissions, disons, le removal du CO2 de l'atmosphère. Et donc, le principe, c'est que ces initiatives qui visent... On a toujours su que, par exemple, comme Madame l'a dit, une forêt, ou le végétal de manière générale, c'est le poumon, et donc ça permet de fixer le CO2, etc. Mais là, aujourd'hui, ça prend, disons, une dimension un peu plus pratique, un peu plus quantifiable. C'est-à-dire que quand on parle de marché carbone, je vais commencer par une petite définition de ce que c'est qu'un crédit carbone. Alors, un crédit carbone, c'est un actif négociable, c'est-à-dire qui se vend, qui s'achète, qui est correspondant à 1 tonne d'émissions de dioxyde de carbone et d'autres gaz à effet de serre. Disons que c'est unifié à 1 tonne de CO2 équivalent, qui est acheté, bien sûr aussi vendu, pour compenser l'empreinte carbone d'une institution, d'un individu, soit volontairement, soit dans le cadre d'une réglementation. Donc, le marché, le crédit carbone, disons que c'est la monnaie de ces marchés carbone. Donc, je vais détailler ça un peu plus. Quand on parle de marché carbone, il y a bien sûr l'offre et il y a la demande. Et la demande vient des entreprises qui sont émettrices de gaz à effet de serre et ils sont dans l'obligation ou dans la volonté de compenser ça. C'est le principe un peu du pollueur-payeur. Mais là, c'est un peu plus pratique. Et donc, ils vont payer quoi? Ils vont payer une preuve que l'équivalent des émissions qu'ils ont émises est compensé quelque part, soit par une activité agricole, industrielle ou autre. Donc, dans ce sens, il y a deux grands marchés. Il y a un marché réglementé et un marché volontaire. Quand on parle de marché réglementé, je vais vous dire, je vous donne un exemple. Par exemple, dans un pays ou dans une agglomération, par exemple l'Union européenne, il y a ce qu'on appelle des quotas.
c'est-à-dire vous avez une limite d'émission. Si vous dépassez cette limite, vous êtes taxé. Donc ça, c'est le marché réglementé. Le marché volontaire, par contre, je n'ai aucune obligation vis-à-vis de quelconque institution, mais je choisis d'offsetter mes émissions. Je dis d'ailleurs un peu ça. Quand je parle marché réglementé, c'est-à-dire qu'un gouvernement vous assigne un quota selon l'industrie, etc. Et donc, si vous êtes en excès, vous allez être taxé. Par contre, si vous êtes en dessous de votre quota, vous pouvez vendre ce qui vous reste à quelqu'un qui est en excès pour qu'il évite d'être taxé. Ça, c'est le marché réglementé. Généralement, ça s'opère à l'échelle de pays ou d'agglomérations, disons comme Union européenne ou autre, mais qui est régi par des réglementations de ces entités. Par contre, le marché volontaire, c'est un marché libre, comme le nom le stipule, c'est-à-dire que sans que j'ai un risque de taxation, je suis dans l'initiative de compenser mes émissions. Maintenant, il y a une petite nuance à faire, ce n'est pas ouvert à ce que j'achète toutes mes émissions. Parce que quand on va faire, disons, un assessment ou un diagnostic de votre activité, il faut que l'industriel fasse des initiatives de réduction d'émissions, change des process émetteurs, et c'est à partir de là où il peut acheter l'équivalent de ce qui ne peut pas atténuer. Donc, quand on parle de marché volontaire, il faut qu'il y ait de la crédibilité quand même. Parce que quand c'est réglementé, c'est sûr, il y a un niveau régi par une loi. Et donc pour ça, il faut qu'il y ait quelqu'un, un third party, c'est une partie tierce qui atteste de la véracité de cette, disons, de la conformité de ce crédit carbone. Donc, je vais détailler ça par la suite, mais les pratiques agricoles, ce qui nous intéresse ici, c'est qu'il y a des pratiques agricoles certifiables. C'est-à-dire que, selon des standards, si on adopte telle ou telle pratique, on peut, disons, prétendre qu'il y a une séquestration qui est certifiable, selon des méthodologies, bien sûr, que je vais discuter par la suite. Et tout ce qui est couverture cover cropping, tout ce qui est, disons, culture intercalaire, rotation, agroforesterie, lutte contre la déforestation, etc. Et donc, chacune de ces pratiques, elle est adaptée au contexte du pays où elle serait implémentée, ou de la géographie, de manière à générer des crédits carbone. Donc, je vais vous parler un peu de Torba pour aller un peu plus dans le détail et vous montrer à quoi ça correspond exactement. Donc, je vais essayer d'aller un peu plus rapidement pour que nos amis de la MEA ne soient pas très fâchés. Donc, en fait, le principe, je crois que je vais le montrer comme ça. Donc, Torba, c'est un project développeur, c'est-à-dire c'est un développeur de projet qui a besoin d'une méthodologie de certification, c'est-à-dire un certificat qui dit qu'il y a des crédits carbone et ces certificats, cette méthodologie, pour nous, on doit se conformer à ça. On a des contrats avec les agriculteurs et ces agriculteurs, c'est eux qui font des pratiques. On se fait auditer par un third party et on s'occupe de la vente des crédits carbone. Donc pratiquement, qu'est-ce qu'on fait ici? C'est aider à ce que l'agriculteur, s'il adopte des pratiques précises qui sont, dans le premier plan, bénéfiques pour lui, il peut bénéficier de cette opportunité qui s'ouvre, celle des crédits carbone. Donc, pour schématiser un peu ça, pour un agriculteur, par exemple, parlons d'agriculture de conservation, j'aime pas appeler ça semi-direct, mais parce que c'est un système, ce n'est pas que la pratique du semis, mais tout ce qui est rotation, tout ce qui est assurer un couvert végétal, tout ce qui est semi-direct, c'est une pratique parmi d'autres qui est certifiable. Et
plus ou moins, elle aide à, disons, garantir une certaine productivité ou alors stabiliser un peu les rendements, surtout pour disons, les sécheresses intercampagnes. Parce que nous connaissons tous une sécheresse qui dure par exemple 6 ans, 7 ans, c'est bien, mais des fois il y a des sécheresses comme on a dit tout à l'heure que cette année il a plu, mais disons après quoi? Parce qu'il y a eu un grand épisode de sécheresse qui a vraiment causé des chutes de rendement. Et donc, si ces pratiques sont là, c'est pour pallier un peu à ça, vu qu'on ne peut pas, on n'a pas les conditions climatiques qui nous permettent de continuer sur des systèmes intensifs. Le deuxième bénéfice, c'est que ces pratiques-là, soi-disant, ils font une sorte de redressement du sol, c'est-à-dire qu'on a eu... D'ailleurs, j'ai envie de dire, c'est des choses qui se faisaient auparavant. J'ai eu même des agriculteurs de stade à qui on parlait de ça et qui me disent que à l'époque des colons, c'est des pratiques qui étaient faites. J'ai envie de lui dire, mais c'est pas fait pour rien. C'est des choses qui servent à redresser le sol. Maintenant, ce qui est différent et ce qui fait l'offre de valeur de Torba, c'est que bien que ces pratiques sont bénéfiques pour les agriculteurs en termes de rendement, productivité et résilience des sols, aujourd'hui nous offrons un bonus, disons. Je ne vais pas dire qu'on ne va pas faire ça juste pour les crédits carbone, ce n'est pas dans cette grandeur, mais disons que c'est une incitation, c'est un coup de pouce pour accélérer l'adoption d'une agriculture résiliente, mais surtout assurer que nos agriculteurs continuent à pratiquer l'agriculture. Parce que, vu qu'en cumulant des épisodes de sécheresse, si aujourd'hui les agriculteurs qu'on connaît, qui sont en vie aujourd'hui, arrivent à résister par héritage ou par résistance, il faut être sûr que les autres générations, leurs enfants ou leurs petits-enfants ne le feront plus. Et donc, si c'est quelque chose qui peut servir à ça, je crois que c'est déjà un bon stade. Je crois que je vais m'arrêter là. Bon, merci. Merci beaucoup, Monsieur Lord. Donc, on prend une question. Merci. Ahmed Hakimi, président d'initiative agroécologie du Maroc. Pour votre démarche certification, est-ce que ces solutions fondées nature? Première question. Deuxième point, pour l'agroécologie, est-ce qu'il est dedans? Parce que vous avez cité d'autres. C'est-à-dire l'agroécologie ou bien permaculture ou bien biodynamique. C'est-à-dire des agricultures qui sont alternatives et qui sont potentiellement pour l'avenir. Même FAO orienté dans cette orientation. Ce marché carbone, est-ce qu'il est réservé pour Torba, qui sont les bailleurs de fonds, qui ne sont pas cités, et c'est le Finance internationale ou bien une autre entité? Et merci. Merci pour cette question. Alors, pour répondre à la première partie, en fait, ce n'est pas une question de certification, c'est plus dans l'approche. C'est une solution basée, c'est des natural-based solutions qui sont basées sur l'agriculture. Quand je dis agriculture, c'est-à-dire, aujourd'hui au Maroc, on a commencé sur le système semi-direct. Sur d'autres pays, on a commencé sur la forestation, l'agroforesterie aussi. Et au Maroc, on compte tacler ça. Maintenant, juste pour nuancer, quand on parle certification, c'est une méthodologie. Parce qu'aujourd'hui, comme vous savez, c'est des choses qui commencent à se définir. Il n'y a pas un standard qui dit que telle pratique est... disons, il n'y a pas un commun accord. C'est-à-dire que les certificateurs, ils sont, bien sûr, certains sont plus grands que d'autres, certains ont une méthodologie, mais il n'y a pas vraiment un standard, disons, commun. Et donc, pour nous,
on s'est, disons, axé sur le standard qui est le mieux adapté pour les conditions du pays et surtout qui peut nous garantir, bien sûr, parce que, donc vous savez, tout ce qui est, disons, preuves qu'on doit fournir, données qu'on doit fournir, si c'est des données limitées, on ne doit pas aller vers une méthodologie qui est purement statistique, où la contrainte de manque de données va nous pénaliser. Donc, c'est la méthodologie qu'on a choisie. Notre certificateur, c'est Vera à ce stade pour ce projet. Et donc, selon les méthodologies offertes, comme j'ai dit, c'est ce qu'on peut prouver. Quand vous parlez agroécologie, permaculture, etc., la question, ce n'est pas est-ce que oui ou non on le fait. La question, c'est est-ce qu'il y a une méthodologie qui peut nous garantir, dans la fin du process, qu'il y ait des crédits carbone générés et vendables. Pour la partie bailleur de fonds, non, on est Tolba est filiale de Innovate. C'est une filiale aussi de l'UM6P, donc c'est le groupe OCP. Donc c'est tout à fait marocain, il n'y a pas de bailleur de fonds. Je sais qu'il y a des initiatives qui sont backées par des bailleurs de fonds internationaux, mais pour nous, c'est une logique de marché. C'est-à-dire que ce n'est pas un don. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand un agriculteur est contracté Tolba, et à la fin, disons, quand je serai amené à reverser ces crédits carbone à lui, c'est un process qui se fait à partir de la vente de ces crédits carbone. Ce n'est pas quelque chose que je vais, disons, avancer, baqué par un bailleur de fonds. Non, c'est un marché direct. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai des crédits carbone, je vais les vendre et je vais reverser à l'agriculteur. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Mohamed Yassar Lelali, étudiant à l'IAF Hassan II. J'ai deux questions par rapport à ce que vous avez cité. La première, est-ce qu'on peut dire qu'on est maintenant en train de reproduire ou pas le modèle français de 4 carbone pour 1000? Et deuxièmement, est-ce que la séquestration vraiment du carbone dans le sol est dans le cœur de préoccupation de l'unité qui est primaire? L'agriculteur marocain, est-ce qu'il est vraiment conscient que la séquestration du carbone dans le sol est l'une des enjeux, si on peut dire maintenant, dans la pollution? Et merci. Merci pour la question. D'ailleurs, je crois que suite à la demande de Nazir, j'ai essayé de changer un peu le contenu de la présentation, mais il faut que tu saches que la partie 4 pour 1000, protocole, accord de Paris, etc., c'est tout ce qu'il y a, disons, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est le résultat de tout ça. C'était des réflexions, c'est devenu des accords entre les pays, et aujourd'hui, c'est devenu quelque chose, disons, qui prend forme. Et donc, ce n'est pas que ça ne duplique pas un modèle quelconque, c'est juste une initiative qui cherche à mettre ça à la disposition de l'agriculture marocaine. Donc, pour la deuxième question... Ouais, alors oui, pour les agriculteurs, il faut qu'on soit clair aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui on cible les céréaliers. Je ne vais pas te dire qu'on parle de ça directement comme ça pour les agriculteurs, parce que déjà, quand on parle de bénéfices de crédit carbone, ou alors résilience, ou alors le pourquoi de tout ça, l'agriculteur, pour lui, vu que ça ne représente pas un gain conséquent, pour lui, ça ne l'intéresse pas. Et donc, c'est pour ça que dans la présentation, j'ai parlé des aspects qui font de ça intéressant pour l'agriculteur. Aujourd'hui, les agriculteurs, ils font face à des épisodes de sécheresse répétitifs et qui font que, déjà, la définition de ce que c'est cultiver, c'est-à-dire les travaux du sol, etc., c'est des choses qui sont limite pénibles pour l'agriculteur, financièrement au moins. Et donc, si cette proposition pour un agriculteur sert à réduire ses coûts, à stabiliser un peu ses rendements, bien sûr, il ne faut pas se dire que c'est une solution miracle, mais il faut que ça soit logique. Donc, pour l'agriculteur, on se limite à cette partie-là, parce que c'est ce qui le concerne. Bien sûr, si on a quelqu'un qui peut aller dans la discussion, bien sûr, on est ouvert à la discussion, mais je crois que c'est tellement naissant que ça va venir au fur et à mesure.
quand on aura des barrières aux frontières de l'Union européenne, par exemple, parce que ça commence à faire écho aujourd'hui dans le souci. Parce que c'est des agriculteurs qui exportent, et donc la discussion autour des barrières à la frontière, donc ça commence à gagner de l'attraction. Aujourd'hui, ce qu'on cherche à faire, c'est juste d'initier ça pour ne pas, disons, avoir des gens qui viennent et qui nous disent qu'il y a une opportunité, c'est nous en bénéficier. Voilà. Bonjour, donc c'est Anas Mortali, chef département développement rural et sectoriel au niveau du bureau d'études ADI. Donc félicitations pour ta présentation, votre présentation. Donc j'ai des questions un peu directes et ciblées par rapport aux bénéficiaires déjà du programme Torba. Est-ce que vous avez un chiffre? Combien d'agriculteurs ou d'exploitants? Ça, c'est important. Je réponds direct à celle-là pour passer à l'autre point. Oui. Oui. Aujourd'hui, on a 2300 agriculteurs. 2300. On a commencé à fin 2023. Voilà. Et vous avez un objectif potentiellement atteindre? En fait, notre objectif, il est en termes de superficie. D'accord. En superficie, on parle pour la partie, disons, grande culture, oui. On est à 750 000 hectares. Très bien. Avec bien sûr la part correspondante des agriculteurs. Parce que quand je dis 2000 jusqu'à 2500 agriculteurs, oui. Disons qu'aujourd'hui, la superficie moyenne des agriculteurs que nous avons, elle est de l'ordre de 30 hectares. Okay. Donc du moment que ça ne représente pas la réalité, donc on sait qu'on a d'autres agriculteurs pour rester dans, disons, une sorte d'équité ou de représentativité de la réalité du secteur de l'agriculture. Très bien, c'est ambitieux. Alors, deuxième question. Concrètement et pratiquement, vous avez parlé de l'aspect compensation, motivation de l'agriculteur, d'accord? À travers un système, je pense, bien déterminé. Est-ce que, comment vous faites pour évaluer l'atteinte d'objectifs de l'agriculteur? Ça, d'une part. Et d'autre part, troisième question et dernière, c'est si on peut avoir une idée sur la valeur coût. Un crédit carbone, ça coûtera combien? Une idée. Ok. Merci. Donc pour la partie de comment... En fait, ce n'est pas une question de succès de l'agriculteur. C'est une question de est-ce que oui ou non les pratiques sont faites ou pas. Voilà. Parce que l'agriculteur, pour lui, ce qui l'intéresse, je prends ma casquette d'agriculteur. Pour moi, c'est une réduction de coût. Si j'ai une stabilisation de rendement, c'est bien. Si j'ai un bonus en plus qui s'appelle crédit carbone, je suis preneur. Et donc pour nous, c'est le package qui importe. Disons, pour l'agriculteur, c'est le package. Pour lui, what is in it for him. Par contre, quand on parle de la perspective de Torba comme projet développeur, on cherche que les pratiques de la méthodologie soient faites par l'agriculteur et on accompagne, on a une équipe de terrain qui fait le suivi, bien sûr. Il y a un contrat aussi avec l'agriculteur qui dit que voilà, qu'est-ce qui est attendu de lui, quelle est disons, ça décrit tout le process. Bien sûr, on collecte des données de la parcelle, on fait du remote sensing, on a pas mal de process. Pour le temps de la présentation, je ne voulais pas me pencher sur ça. Il y a un autre point dernier, la valeur. Alors, aujourd'hui, comme j'ai dit en répondant aux questions de monsieur, vu que c'est un marché, c'est l'offre et la demande. Aujourd'hui, on parle de quelque chose comme 30 à 50 dollars du crédit carbone. Donc pour l'agriculteur, ça va être dans les environs de 300-500 dirhams à l'hectare. C'est pour ça que j'ai dit que ce n'est pas pour le carbone, pour les crédits carbone qu'on va cultiver. D'ailleurs, un agriculteur m'a dit donc c'est dans ce... Voilà. Et donc, comme j'ai dit, ce n'est pas la valeur du crédit carbone qui fait la différence, c'est le package.